Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1107 de One Piece. On va avoir pas mal de choses à dire dans cette review puisque finalement on a un chapitre assez complet où il se passe pas mal de choses. En tout cas n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner bien évidemment si vous aimez One Piece. Ici on est des gros fans de One Piece, on en parle à chaque chapitre donc quasiment toutes les semaines. Et en plus de ça on est bientôt 100 000 abonnés. Si jamais tu veux rejoindre l'équipage pour qu'on atteigne ensemble les 100 000 abonnés, les 100 000 Nakama vraiment, bah ça me ferait juste trop plaisir, ça permettrait de me soutenir et de soutenir la chaîne. En tout cas, on est parti, let's go, on commence la review. Bon, déjà, première chose, rappelez-vous, Dory et Brogy se pointaient directement avec l'équipage des géants. Et en fait, on va continuer sur ça, puisqu'on a le droit à des planches assez sympas, où Dory et Brogy vont littéralement anéantir les bateaux de la marine. Après, on est sur des marines random, voilà, ils n'ont pas une quelconque puissance, donc forcément, ils ne peuvent rien faire face à des géants de base, encore moins face à un tel équipage. D'ailleurs, ils sont pas tout seuls, puisqu'il y a également Kashi et Oimo qui sont présents. Et Usopp voit ça. Usopp, il voit du coup Dory Brogy, et en vrai, ça rajoute une petite touche de nostalgie. C'est vrai que Usopp est assez proche finalement des géants, puisque rappelez-vous Little Garden, Dory Brogy, mais également Oimo et Kashi, qu'on avait déjà vu il y a quand même très longtemps, et justement qui avait discuté et tout avec Usopp. Donc en fait, il y avait ce lien qui s'était créé, et Usopp est content de les revoir, content de voir qu'ils vont bien, et qu'ils sont ici finalement en pleine forme, même si je pense qu'ils sont pas trop au courant de pourquoi ils sont là, puisqu'en réalité ils cherchent Nika, donc Luffy, et eux ne peuvent pas savoir que les géants savent qui est Nika, parce que eux-mêmes en fait sont pas trop au courant pour Nika et pour Luffy du coup. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir, c'est très cool. On a même eu une petite page qui récapitule un petit peu les événements qu'on a pu avoir à Little Garden, parce que c'est vrai que mine de rien, on se rend pas compte, mais Little Garden ça date d'il y a quand même très longtemps maintenant. Ensuite, on va parler d'un autre élément, parce que finalement sur les géants, il n'y a pas grand chose à dire, les géants arrivent, ils sont là, c'est stylé, Usopp et tout. Maintenant, on va parler de choses qui se passent dans ce chapitre-là. On va parler un petit peu de puissance, mais en même temps, on va pas s'attarder que sur ça, parce que voilà, c'est un truc en fait qui ressort beaucoup trop, la puissance dans One Piece, dans les débats en tout cas qu'il y a dans la communauté, alors qu'en fait c'est pas le seul truc le plus intéressant du chapitre, il y a quand même des choses vraiment intéressantes à côté de ça. Mais bon, vu qu'on a des combats, ça paraît un peu normal d'en parler en tout cas un petit peu, et il faut bien que je dise les termes. Donc déjà on a le combat Zoro-Lucci. Alors le combat Zoro-Lucci avec du coup Zoro qui se bat toujours avec deux katanas en l'occurrence et qui affronte Lucci en éveil. Donc en soi, jusque là on a un combat qui est assez sympa. En fait on se rend pas compte après, mais au niveau de la mise en scène il s'est pas écoulé tant de temps que ça non plus entre le début du combat et maintenant. Je pense vraiment c'est assez rapide, parce que même si pour nous on a l'impression que ça fait 5 mois qu'ils sont en train de s'affronter, genre dans le manga ça fait peut-être 5 minutes qu'ils sont en train de s'affronter. Bon en tout cas, maintenant, voilà, comme le dit Lucci, en fait, Zoro va être un petit peu un problème pour les autres, puisque tant que Zoro n'en finit pas avec Lucci, tant qu'il est sur l'île, ils ne pourront pas s'enfuir, parce qu'ils partiront pas sans Zoro. Donc Zoro peut poser problème à ce niveau-là. D'ailleurs, Jinbei qui est toujours parti le chercher, et on peut se poser la question, comment ça se fait que Zoro, qui a battu King, alors difficilement, bien évidemment, il l'a pas battu, alors, il a pas one-shot King, mais comment ça se fait qu'il galère autant contre Rob Lucci? Et je pense que là en fait vraiment pour énoncer des faits, en fait il faut prendre plusieurs paramètres en compte. La première chose c'est que Zoro déjà se bat qu'avec 2 sabres et non avec 3 sabres. Voilà, il a pas mis son bandeau, il a rien mis du tout. Il est pas, je pense, à 100% de... Enfin, c'est même pas je pense, il est pas à 100% de ses capacités. Il pourrait très bien se battre et lâcher des grosses techniques et tout, qui avaient fait flipper des Kaido et des Big Mom à l'époque, mais... Voilà, là pour l'instant, en fait j'ai l'impression qu'il se contente de se battre avec 2 katanas au lieu de 3, et voilà, rien de plus. Et pour ce qui est de Rob Lucci, je pense que d'un côté on le sous-estime un petit peu, puisque effectivement il avait pris cher face à Luffy Gear 5, mais en fait Rob Lucci reste un personnage assez puissant dans l'univers de One Piece, et encore plus en éveil, donc il reste assez puissant. Donc on peut dire que tant que Zoro se donne pas à fond, c'est normal que Rob Lucci en fait résiste à Zoro. Alors oui, quand Zoro se battra à 100%, il le battra à Rob Lucci. Alors il va peut-être pas le one shot parce que Rob Lucci est pas faible non plus, mais il le battra dans tous les cas. En fait c'est qu'une question de temps, et le problème avec ça c'est pourquoi est-ce que Zoro essaie pas d'en finir plus vite pour rejoindre les autres, parce que on le voit mine de rien qu'il a les gouttes de sueur qui commencent effectivement à avoir un peu de mal entre guillemets dans ce combat. On voit qu'il est quand même un minimum sérieux puisqu'il a les veines et tout et il pète un câble. Donc en vrai de vrai, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il en finit pas plus vite pour aller rejoindre Luffy et les autres, sachant qu'il y a quand même danger, t'as des Saturnes, des Kizaru et tout. Vraiment, si l'équipage doit s'échapper, c'est maintenant, avant que ça dégénère trop. Mais voilà, en tout cas, pas grand chose de plus à dire sur le combat ici, puisqu'on va revenir maintenant sur un autre personnage qui
j'ai envie de dire, fait toujours un petit peu débat, c'est Kizaru. Mais avant de revenir à Kizaru, j'aime beaucoup, puisque on a Luffy en mode Nika dans le ciel qui demande à Bonnet en fait pourquoi est-ce qu'elle pleure, pourquoi est-ce que Bonnet est en train de pleurer. Bon, en soi, parce que Vegapunk est peut-être à moitié mort derrière et que Kuma a été réduit en esclave. Ouais, je pense qu'il y avait déjà les raisons de pleurer. Mais hormis ça, elle pleure parce qu'elle a vu Luffy. Et en fait, Luffy il comprend pas pourquoi est-ce qu'elle pleure en le voyant. Et elle lui fait, en fait, je te cherchais et tout, Nika, machin. Bon, alors lui, il est en mode, Nika, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc, ça se mange? Donc il est pas trop au courant, enfin, il est même pas du tout au courant, il sait pas ce que c'est Nika, il sait pas qui est Nika, il sait même pas que lui-même est Nika, en réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il va du coup montrer à Bonnet comment on se bat réellement, puisque Bonnet, voilà, enfin, Luffy a vu le coup de Bonnet, il a vu le coup de Bonnet, et il est en mode, c'était assez faible et tout, et Bonnet, elle est en mode, bah, dans ces cas, montre-moi comment on fait. Voilà, elle est en admiration devant Luffy, elle est trop contente en fait de trouver Luffy, donc de trouver Nika, et vraiment je trouve que ça instaure en fait une relation entre Bonnet et Luffy, et même l'équipage globalement, hein, parce que ce qui est propre à Luffy est propre à l'équipage également, mais en fait ça fait en sorte que Bonnet a beaucoup plus d'importance au sein de l'équipage, et surtout que Bonnet est beaucoup plus lié à cet équipage là et à Luffy, au point même que vu comment elle était fan de Nika et donc fan de Luffy, et à quel point elle l'admire, mais il se pourrait qu'elle veuille rejoindre l'équipage. Est-ce que Luffy acceptera ou non, c'est autre chose. Il y a des chances que non, puisque c'est encore une enfant, tout ça, même si bon, il n'est pas trop au courant de tout ce qui se passe, Luffy, mais en tout cas, j'aime beaucoup la relation qui s'instaure entre ces deux-là. Et en fait, Luffy, il va lui montrer du coup. Il va lui montrer ce que c'est réellement, du coup, se battre et donner des vrais coups. Et il va le faire directement sur Saturne. Donc il va littéralement faire le Booming Dawn Gatling. Et il va donner max de coups de poing à Saturne. Il va lui déformer la tronche. Et Saturne va voler du coup, encore une fois, dans les bâtiments. Et il se relèvera bien évidemment, puisque ça ne lui fait pas tant de dégâts que ça. Et qu'il a sa capacité de régénération. Mais au-delà de ça, en fait, je trouve ça très intéressant de voir que Saturne, finalement, voilà, est-ce qu'il est si fort que ça ou pas en termes de résistance? Bon, après, c'est pas n'importe qui le frappe, c'est Luffy. Et bon, la dernière fois, c'était Kuma quand même, mais il avait mis toute sa haine dans ce coup de poing. Mais en fait, il est extrêmement résistant, c'est-à-dire qu'il peut se régénérer. Et malgré le fait qu'il prenne max de coups, il se relève toujours et il est en pleine forme. Donc, il a une super résistance. Il a quand même un minimum de force. Il a quand même un pouvoir qui empêche les autres de bouger. En tout cas, a priori, il semble y avoir des limites, puisque là, c'est pas le cas. Mais voilà, en fait, ça reste un gros tank, Saturne. Tu vois, vraiment, il faut le frapper à max jusqu'à ce qu'on trouve son point faible, tu vois. Mais pour l'instant, en termes de puissance pure, bah, il n'est pas non plus incroyable. Il fait pas aussi peur en fait qu'on aurait pu le croire, puisque depuis un moment, il fait que se prendre des patates en fait. Bon, en tout cas, on a fini de parler de Kizaru, enfin, on n'a pas fini de parler de Saturne pour l'instant, on va parler de Kizaru, parce que Saturne, on va en reparler par rapport à l'équipage de Barbe Noire juste après, mais du coup, bon, Vegapunk ne peut pas, enfin, en tout cas, ne veut pas bouger, parce que si, voilà, il a quelques connaissances au niveau médical, et si jamais il bouge, il sait très bien qu'il va en mourir. Donc Vegapunk, pour l'instant, il va rester au sol, donc rien de plus, voilà, à ce niveau-là. Et Kizaru va revenir, encore une fois, ça me fume parce que Kizaru, mine de rien, le gars, il a beau se prendre des attaques de Yonko, des attaques de Luffy, et en fait, il est toujours là dans le combat. C'est vraiment, il est toujours là. Le gars se relève toujours. Donc, il a une sacrée résistance quand même, mine de rien, puisque il s'est pris du coup une première attaque, il est revenu, enfin, il s'est remis debout, etc. Donc, du coup, là, il va attaquer Bonnet, le Sanji va arriver. Donc ça c'est intéressant, puisque ça peut permettre un combat Sanji contre Kizaru et permettre un combat dans l'arc à Sanji pour briller un petit peu. Et donc du coup, ce qui surprend tout le monde, même nous, c'est un petit peu la résistance de Sanji. Enfin, on savait qu'il avait une sacrée résistance avec la régénération, tout ça aussi. Même son corps de base est beaucoup plus résistant que la normale. Mais là, ça surprend tout le monde en fait que Kizaru a lancé, enfin que le Sanji a contré en tout cas le rayon laser de Kizaru. Même Kizaru fait une tête choquée en mode what. Et pareil pour Franky qui fait les yeux un petit peu en mode énerve quand il avait vu que la foudre marchait pas sur Luffy. Comme le dit Kizaru, ça va lui poser problème, donc oui, Kizaru va sûrement galérer un petit peu contre Sanji, ça peut mener à un combat sympa, même si je pense que à terme il n'y aura pas forcément de vainqueur à ce combat-là. Et encore une fois, je tiens à rappeler les faits, je le dis une dernière fois, j'en ferai je pense une dernière vidéo pour conclure le débat, mais Luffy est plus fort que Kizaru,
mais Kizaru a gagné le combat. Dans un combat, c'est simple, tu as 2 personnes, si tu prends en compte aucune aide extérieure, sinon ça te revient à de la triche, tu as 2 personnes, c'est simple, les 2 tombent en même temps, peu importe le pourquoi du comment est-ce qu'ils tombent, peu importe les gens qui vont dire chercher des excuses en mode Luffy, Gear 5, ouais mais c'est parce qu'il s'est épuisé. Oui, ben faire en sorte que l'adversaire s'épuise, en fait c'est littéralement une stratégie comme n'importe quelle autre stratégie. Et Kizaru savait très bien que Luffy maîtrisait pas son Gear 5 et qu'il pouvait s'épuiser. Donc c'est une stratégie comme une autre. Donc les deux tombent en même temps, les faits sont là. Luffy a eu besoin d'une aide extérieure pour se relever. Kizaru s'est relevé tout seul. Voilà, c'est tout, je dis les termes. Que tu le veuilles ou non, c'est un fait. Voilà, Luffy est plus fort en combat pur, mais a perdu le combat contre Kizaru. Voilà, sans aide extérieure, parce qu'après, bien sûr, il y a eu une aide extérieure. Luffy, on lui a donné à manger, il s'est relevé, tout ça. Donc, il est revenu pour combattre Kizaru et tout. Bon, voilà, je pense que je ferai une vidéo parce que vraiment, les gens comprennent pas en fait que le fonctionnement d'un combat et ne savent pas analyser un combat ou une œuvre. Donc, on va parler sinon de Saturne et de l'équipage de Barbe Noire, puisque on va avoir du coup Saturne qui se relève des décombres et tout, et qui est ici l'équipage de Barbe Noire. Alors on savait déjà qu'il y avait le bateau de Barbe Noire qui arrivait et que certains membres étaient dessus. En l'occurrence on a Katarina Devon et on a également Van Augur. Donc on a d'un côté le fruit du démon qui permet de copier l'apparence et de l'autre on a la téléportation. En gros 2 pouvoirs assez sympas, puisque leur objectif, a priori, ça semblait être de copier l'apparence de Saturne, donc en gros d'un membre du Gorosei. C'était pas forcément Saturne, je pense que leur plan c'était vraiment juste un membre du Gorosei. Là ça tombe sur Saturne parce qu'il est venu sur Egghead et ça leur simplifie grandement la tâche, puisque finalement, ben, c'est vrai que le Gorosei était à Marijoa, c'était un peu compliqué de prendre son apparence. Au moins là il vient sur Terre, ça y est, on peut lui copier l'apparence puisqu'il est directement sur Egghead, c'est quand même vachement plus simple. Et vu que quand elle le touche, elle dit mission accomplie, je pense que c'est clairement ça. En copiant l'apparence, du coup ils peuvent s'infiltrer. Faut voir un petit peu sur la suite comment ça se déroule, puisque si Saturne s'en sort, bah, du coup il va retourner à Marijoise. Et s'il retourne à Marijoise, bah, ils vont difficilement pouvoir copier son apparence, puisque bah, il y aura 2 Saturnes en fait du coup à Marijoise, ça posera un peu de problème. Mais s'il meurt dans la bataille sans que personne soit réellement au courant, d'un autre côté, là, ils pourront s'infiltrer en tant que membre du Gorosei. Dans tous les cas, je pense que Barbe Noire a un plan derrière la tête, hein, il a pas fait ça pour rien du tout. Et Saturne, justement, souligne des choses très intéressantes, puisqu'il se demande comment des gens comme eux peuvent obéir, entre guillemets, et suivre Teach. En fait, c'est simple, Teach est spécial. Déjà, il vient d'une lignée spéciale. Alors, on savait que le gars était bizarre, on savait que Barbe Noire, il était très spécial et tout, mais vraiment, là, c'est pas que lui, c'est sa lignée, donc sa descendance, donc probablement sa race en l'occurrence. Donc, voilà, on aura plus d'infos je pense par la suite. Pour l'instant on n'en sait pas énormément sur les origines de Barbe Noire et même du coup de quelle race il est. On n'a pas plus d'infos sur ça, mais leur objectif c'est le monde. Donc est-ce que du coup c'est conquérir le monde? Est-ce que le but c'est de prendre la place de Im? Et donc peut-être qu'on aura ce fameux combat Barbe Noire contre Im, c'est possible. Mais on savait déjà voilà, qu'ils voulaient prendre le monde, Barbe Noire. Maintenant, encore une fois, ils vont réussir à s'échapper puisque Van Augur a sa téléportation. Donc au moment où Saturne va attaquer, il va juste se téléporter. Et enfin, à la fin du chapitre, on a un truc intéressant puisque au moment où ils s'apprêtent à quitter l'île, l'équipage de Barbe Noire, on a Caribou qui est ici. Caribou qui quand même détient des informations sur l'équipage de Luffy, des informations sur les armes antiques, des informations sur pas mal de choses, et il propose tout simplement aux autres de l'emmener voir Barbe Noire et de rejoindre son équipage. C'est un gros fan de Barbe Noire, c'est l'équivalent d'un Bartholoméo par rapport à Luffy. Ben là c'est la même chose avec Barbe Noire, et il l'admire de fou, il va rejoindre son équipage et tout, et il souhaite le rencontrer. Voilà, c'est son idole. Maintenant, je pense qu'ils vont dire oui, du moins, en tout cas, ils vont l'emmener sur la ruche. Après, voilà, peut-être qu'ils se débarrasseront de lui plus tard, mais là, pour l'instant, c'est vrai que s'il a des informations sur les armes antiques et tout, ça peut clairement intéresser Barbe Noire. Et ils ont tout intérêt à le laisser en vie, à le ramener à la ruche et le ramener du coup auprès de Barbe Noire, pour l'instant du moins. Peut-être qu'une fois qu'il aura lâché les informations, vu que c'est juste un gros lâche, peut-être que Barbe Noire s'en débarrassera, mais pour l'instant il le gardera en vie tant qu'il a besoin de lui et tant que du coup il détient encore les informations. Donc chapitre vraiment qui était excellent, j'ai très hâte d'être la semaine prochaine pour le prochain chapitre, et on n'oublie jamais, One Piece c'est la vie.